I see I have been too easy on you. I have made you into my pets, yeah. That is what they call you, you know. En 1939, Heinrich Himmler promut la construction d'un camp de concentration sans précédent. Ravensbrück, le seul conçu exclusivement pour les femmes, fut le théâtre de la déportation de dizaines de milliers de prisonnières venues de toute l'Europe. Parmi elles figuraient des résistantes politiques de France, de Pologne et d'Espagne, des femmes juives des ghettos, ainsi que des témoins de Jéhovah et des femmes roms persécutées par le régime. À leur arrivée, elles furent dépouillées de leur identité, humiliées lors des fouilles et contraintes à des travaux forcés qui les poussèrent aux limites de leur vie. Le camp devint rapidement un laboratoire de l'horreur. Dans ces baraquements, de jeunes prisonnières polonaises étaient utilisées pour des expériences médicales qui laissaient des cicatrices indélébiles, tandis que d'autres étaient soumises à des châtiments extrêmes, à la famine programmée et à des heures interminables dans des usines d'armement. Avec l'effondrement du Troisième Reich, le camp entra dans une phase encore plus sinistre. Des milliers de femmes furent envoyées dans des marches de la mort ou transportées dans des convois conçus pour effacer toute trace de ce qui s'était passé. Ce documentaire révèle l'histoire de Ravensbrück et les vérités choquantes qui ont émergé après sa libération. Les origines cachées du camp de Ravensbrück. Pour comprendre comment ce qui s'est passé en 1939 a été possible, il faut remonter quelques années en arrière. À partir de 1934, les SS acquièrent discrètement des terres sur les rives du lac Schwetzee, au nord de Berlin. Sur cette rive se trouvait le village de Ravensbrück, un modeste hameau bientôt entouré de propriétés SS. Entre 1936 et 1938, les acquisitions s'étendent à des centaines d'hectares, assurant à la fois le contrôle de la zone et la construction future d'installations. Le site offre des conditions idéales. Isolement naturel, liaison ferroviaire directe vers Berlin et Oranienburg, et accès au lac pour le transport du matériel. En novembre de la même année, 500 détenus de Sachsenhausen, ainsi qu'un détachement féminin de Lichtenburg, sont contraints de construire les installations. Sur un terrain d'un peu plus d'1 kilomètre sur 3, elles commencent à aménager le périmètre, les baraquements et les premières enceintes. Ce choix n'était pas fortuit. Outre son isolement, le réseau fluvial permettait l'approvisionnement du camp en charbon et en matériaux par péniche, et le cadre naturel offrait aux officiers un paysage attrayant pour l'installation de leur famille. Oswald Pohl, chef de l'Empire économique SS, fut l'un des premiers à s'installer dans une propriété voisine. Au fur et à mesure de la construction, la garnison initiale se composait d'une trentaine de gardiennes et d'une douzaine d'officiers SS, sous le commandement de Max Kögel, officier formé à Dachau. Cependant, la figure la plus influente était Johanna Langefeld, chargée de faire respecter la discipline parmi les détenus et incarnant une nouvelle forme de contrôle féminin dans les camps. La création de Ravensbrück s'inscrivait également dans un processus plus large. Depuis 1933, les camps de concentration étaient devenus le principal instrument de répression contre les communistes, les sociaux-démocrates et les syndicalistes. Himmler avait fait de Dachau le modèle de ce réseau, avec Theodor Eicke comme architecte de ces règles, obéissance absolue, dépersonnalisation et violence planifiée. Des personnalités telles que Rudolf Höss, futur commandant d'Auschwitz, et Kögel lui-même en sortiront. C'était ce qu'on appelait l'école de Dachau, où la brutalité était enseignée comme méthode. Pour les femmes qui s'y opposaient, les prisons et les maisons de correction suffisaient initialement. Le camp de Moringen, en Basse-Saxe, accueillait communistes, socialistes et syndicalistes dans des conditions apparemment moins dures. Les portes étaient fermées à clé et des gardes faisaient des courses pour eux. Pourtant, la réalité était tout aussi dévastatrice. Beaucoup savaient que leurs maris avaient été exécutés et que leurs enfants avaient été confiés à des familles favorables au régime. Ce groupe fut bientôt rejoint par les témoins de Jéhovah, persécutés pour avoir refusé de prêter serment de fidélité à Hitler, et par des femmes accusées de disgrâce raciale pour avoir entretenu des relations avec des juifs. Au fil du temps, la répression se fit plus dure. En 1936, le sort d'Olga Benario le révéla clairement. Communiste allemande, livrée par le Brésil à la Gestapo, elle accoucha en prison,
fut séparée de sa fille et fut finalement déportée à Ravensbrück, où elle mourut dans une chambre à gaz. Des cas comme le sien démontrèrent que la terreur nazie ne s'arrêtait pas à l'Allemagne, mais s'étendait au-delà des frontières. 2 ans plus tard, en 1938, les rafles massives de l'action Arbeitsche Reich conduisirent à l'arrestation de milliers de femmes accusées de prostitution, de mendicité ou de vagabondage. Avec elles, la catégorie asociale élargit encore le champ des persécutions et offrit à Himmler l'occasion de consolider son projet. Il ne s'agissait plus seulement de réprimer la dissidence, l'objectif était de façonner la société selon des critères idéologiques. Dans ce contexte, la nécessité d'un grand camp de femmes pour remplacer Moringen et Lichtenburg devint évidente. La solution serait Ravensbrück. Entre-temps, les préparatifs ne passèrent pas inaperçus auprès de la population locale. Les habitants virent arriver des barges chargées de matériel et des prisonniers en uniforme rayé abattre des arbres sur la rive nord du lac. Le projet avançait sous une discrétion officielle que personne n'osait remettre en question, mais dont le but était évident. Parallèlement, Fürstenberg était de plus en plus intégré à l'appareil nazi. Pendant la nuit de cristal, son cimetière juif fut rasé et les propriétés juives passèrent entre de nouveaux propriétaires. Loin de susciter le rejet, la construction du camp suscita l'enthousiasme de certains habitants, qui y virent une source d'emploi. Plusieurs femmes se portèrent même volontaires comme gardiennes, encouragées par la propagande qui présentait ce travail comme un service rendu au Reich. Ainsi, au printemps 1939, Ravensbrück ouvrit ses portes. Le 15 mai, des bus bleus transportèrent les premiers prisonniers de Lichtenburg, dont beaucoup n'avaient que des lettres ou des photos pour seul souvenir. Ce qu'ils découvrirent en débarquant, ce ne fut pas la tranquillité du paysage, mais les cris des gardes et les aboiements retentissants des chiens, signes avant-coureurs des violences avant même qu'ils ne franchissent la porte. Ravensbrück en 1939. La guerre atteint les portes du camp. La fermeture des portes marquait leur entrée définitive dans le système camp. À peine descendues des camions, les prisonnières étaient conduites en file indienne vers un bâtiment près de l'entrée. Là, la dépossession commença. Leurs biens étaient placés dans des sacs numérotés, leurs cheveux rasés et leur corps réduits à un numéro sur un registre. Ce processus les privait non seulement de leurs effets personnels, mais transformait aussi chaque femme en un rouage supplémentaire dans la machine du contrôle. Parmi elles, des femmes juives commencèrent bientôt à arriver, dont la marginalisation n'était pas née avec le nazisme, mais plongeait ses racines dans les siècles précédents. Dans l'Europe médiévale, elles avaient été exclues de nombreux métiers et contraintes de vivre dans des quartiers ségrégués, les Judenviertel. Avec le Troisième Reich, cet héritage d'exclusion prit une nouvelle dimension. Après la nuit de cristal, la plupart des hommes juifs furent arrêtés, tandis que les femmes restèrent à l'écart. Cependant, certaines furent internées d'abord à Lichtenburg, puis à Ravensbrück, après son ouverture en 1939. Nombre d'entre elles étaient issues de familles de la classe moyenne et de petites communautés soudées qui n'imaginaient pas le sort qui les attendait. Une fois l'enregistrement terminé, elles recevaient les vêtements qu'elles porteraient désormais, une robe rayée, une veste, une écharpe blanche et des sabots de bois. Sur le tissu, des triangles de couleurs classaient leur statut au sein du camp. Rouge pour les politiciens, violet pour les témoins de Jéhovah, vert pour les criminels de droit commun, noir pour les personnes considérées comme asociales et jaune pour les juifs. Parfois, les taches se combinaient, indiquant de multiples causes de persécution. Pour les femmes juives, l'impact était encore plus dévastateur. La séparation d'avec leur famille, l'humiliation publique de défilés nus, le rasage des cheveux et les travaux pénibles, comme ouvrir des routes ou transporter du matériel, étaient vécus avec un profond traumatisme. Les gardes, loin d'ignorer leurs limitations physiques, semblaient prendre plaisir à les ridiculiser lorsqu'elles ne parvenaient pas à accomplir ces tâches. Il n'est pas surprenant que certaines, officiellement enregistrées comme prisonnières politiques, aient tenté de cacher leurs origines juives pour éviter de nouvelles sanctions. Avec cette dépersonnalisation initiale, la routine quotidienne dans les baraquements a commencé. Chaque femme disposait d'un lit de camp étroit, d'une étagère minimale et d'une assiette en aluminium, le tout soumis à des règles strictes. Les couvertures devaient être pliées avec précision, le métal maintenu propre et l'espace rangé.
l'Oberhofseherin Johanna Langefeld, la plus haute autorité de Ravensbrück, imposait un régime combinant bureaucratie et discipline stricte. Le moindre oubli pouvait entraîner des sanctions qui maintenaient une obéissance constante. Ce système était renforcé par l'appel, le comptage matinal. À 5 heures du matin, les prisonnières étaient alignées sur les rives du Schwetzee et restaient immobiles pendant des heures dans le froid. Emma Zimmer, l'assistante de Langefeld, surveillait la formation à coups et insultes. Après le comptage, elle recevait un petit déjeuner minimal composé de café dilué et de pain rassis avant d'être envoyée au poste de travail. Certaines, comme la communiste autrichienne Hanna Sturm, étaient affectées à des ateliers. La plupart devaient creuser des fossés ou traîner des charges dans la Sandgrube, où leurs pieds ensanglantés dans leurs sabots survivaient à peine à la journée. Ceux qui ne supportèrent pas ces exigences ou commettèrent des infractions étaient emmenés au Strafblock, le bloc disciplinaire. Isolés derrière une clôture de barbelés, les prisonniers enduraient des travaux interminables, des douches glaciales ou la camisole de force. Le cas de Marianne Wachstein, amené là avec la promesse de soins médicaux, puis enfermé pendant des semaines à l'isolement, servit d'avertissement quant à ce que signifiait défier la discipline du camp. Pendant ce temps, la vie des gardiens contrastait fortement avec celle des détenus. Nombre d'entre eux étaient veufs ou divorcés et avaient accepté ce poste pour leur stabilité financière. Ils vivaient dans des maisons neuves au bord du lac, envoyaient des cartes postales fiers de leur travail et prenaient des photos avec leurs chiens. À quelques mètres de là, la violence de la campagne persistait, mais chez eux, l'image d'une normalité familiale était préservée. À l'intérieur des casernes, l'autorité immédiate reposait sur les Blokova, prisonniers transformés en auxiliaires du pouvoir. Certains adoptèrent la violence des gardes, tandis que d'autres tentaient d'apaiser la tension, facilitant de petits gestes d'entraide. Par leur intermédiaire, des messages discrets et des nouvelles de l'extérieur circulaient, et il était même possible de partager des extraits de livres, récités à voix basse pendant les pauses. À l'approche de l'été, la dureté du régime s'intensifia au rythme des préparatifs de guerre de l'Allemagne. La propagande prônait la haine des peuples slaves et les gardes répétaient ces slogans en parlant des maris et des fils envoyés au front. Les inspections militaires se multiplièrent et Langefeld força les prisonniers à rester debout des heures au soleil pour faire preuve de discipline devant les officiers de la Luftwaffe. Les soupçons de complot s'accrurent et le Strafblock atteignit sa limite d'occupation. À Ravensbrück, l'atmosphère reflétait le même climat qui régnait dans tout le Reich. Surveillance renforcée, travail forcé accru et peur constante. À l'extérieur, l'Allemagne finalisait son attaque contre la Pologne. Pendant ce temps, à l'intérieur, le camp se préparait également à la guerre qui allait commencer. Ravensbrück sous Himmler, la revanche de Reinhard Heydrich. Le déclenchement de la guerre durcit encore davantage la vie à Ravensbrück. La surveillance s'intensifia et la répression atteignit des sommets. Quelques mois plus tard, en janvier 1940, Heinrich Himmler visita personnellement le camp. Si Hitler ne manifesta jamais l'intérêt de visiter l'un de ces sites, son Reichsführer SS les considérait comme le fondement de son pouvoir, et chaque inspection était l'occasion de réaffirmer son autorité. À son arrivée, le commandant Kögel et Johanna Langefeld l'attendaient. Himmler visita les lieux au milieu de scènes d'épuisement extrême. Des femmes pâles, certaines à peine debout, étaient contraintes de pelleter la neige ou de briser la glace sur le lac. Le contraste entre la discipline imposée par les officiers et la fragilité des prisonniers était on ne peut plus flagrant. Lors de cette visite, Kögel exprima sa plus grande préoccupation, la résilience des témoins de Jéhovah. Ces femmes refusaient de coudre des vestes militaires, une résistance que ni la faim, ni les coups, ni l'enfermement n'avaient réussi à briser. Intrigué, Himmler voulut les voir. On le conduisit dans les cellules humides du bunker, où 9 prisonniers priaient en silence. Il les avertit que leur Dieu les avait abandonnés, mais l'un d'eux répondit fermement « Notre Dieu nous sauvera, et s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas le vôtre non plus. » Cette foi inébranlable irrita le Reichsführer, bien qu'il refusât d'ordonner le châtiment exigé par Kögel. Il décida plutôt de les libérer du bunker et de les envoyer aux travaux forcés ou comme domestiques dans des foyers SS. L'inspection révéla également un autre problème urgent, la surpopulation. Les déportations de Pologne remplissaient les baraques à pleine capacité. Le bloc juif était surpeuplé
et l'hôpital pouvait à peine prendre en charge les femmes amaigries par la malnutrition et les escarres. Pour Kögel, elles n'étaient que des nuisances. Pour Himmler, elles étaient des bouches inutiles dont l'élimination était déjà planifiée. Parallèlement, durant ces mêmes mois, la politique d'euthanasie connue sous le nom de programme T4, du nom du siège de la chancellerie du Reich au 4 Tiergartenstrasse, avait été secrètement lancée. Les patients handicapés étaient sélectionnés par des médecins, transportés dans des bus banalisés et assassinés dans des centres se faisant passer pour des hôpitaux. Les familles recevaient de fausses lettres les informant de leur mort subite. La méthode choisie, le monoxyde de carbone dans des chambres hermétiques, fut d'abord testée en Autriche, puis étendue à l'Allemagne. Pour Himmler, ce système démontrait qu'il était possible d'organiser l'élimination massive de ceux que le régime considérait comme des vies sans valeur. Et Ravensbrück allait bientôt s'intégrer à cette logique. Il y eut aussi des épisodes grotesques. Ce même jour, Himmler écouta avec enthousiasme Oswald Pohl, chef du bureau économique de la SS, parler d'élevage de poulets et de sélection des races animales. Convaincu que la génétique aviaire pouvait servir de modèle de pureté humaine, le Reichsführer prêta plus d'attention à ses réflexions qu'aux objections de Langsfeld à la brutalité des châtiments. C'est dans ce contexte trivial qu'il autorisa finalement la flagellation exigée par Kögel, un détail bureaucratique qui, pour les prisonniers, signifiait l'institutionnalisation de souffrances quotidiennes. Dès lors, le camp se transforma à un rythme encore plus rapide. En mai 1942, la résistance tchèque réussit à assassiner Reinhard Heydrich, l'un des plus puissants dirigeants du Reich, à Prague. Grièvement blessé, il survécut quelques jours avant de succomber à une infection. Hitler et Himmler cherchèrent les responsables et la faute retomba sur le chirurgien Karl Gebhardt, accusé de ne pas avoir utilisé les nouveaux sulfamides. Discrédité, Gebhardt devait démontrer son efficacité scientifique et les camps de concentration lui en offraient l'occasion idéale. La vengeance contre Heydrich ne se limita pas à la science. En représailles, le petit village de Lydis fut rasé. Les hommes furent fusillés, les enfants séparés de leurs familles et les femmes déportées à Ravensbrück. Elles arrivèrent désemparées, portant des ballots contenant le peu qu'elles avaient réussi à sauver. L'une d'elles accoucha à l'hôpital du camp. Le nouveau-né fut assassiné quelques heures plus tard, tandis que la mère était sauvagement battue. Cette scène resta gravée dans la mémoire collective comme un symbole de la férocité nazie après la mort de Heydrich. Simultanément, Gebhardt organisait ses expériences. Jusque-là réalisées sur des prisonniers de sexe masculin, elles étaient désormais menées sur des femmes jeunes et en bonne santé, sous prétexte que leur emprisonnement rendait leur sacrifice utile. Himmler sélectionna personnellement un groupe de Polonaises du convoi de Lublin, convaincu qu'elles étaient les plus aptes. Cette décision marqua le début d'une nouvelle ère à Ravensbrück, la transition d'un camp de punition à un laboratoire humain. À l'été 1942, les premières opérations commencèrent. L'hôpital fut adapté avec du matériel chirurgical provenant de Hohenlichen, le sanatorium dirigé par Gebhardt. Parmi les personnes choisies figuraient des adolescentes d'un peu plus de 16 ans. Les interventions consistaient à pratiquer de profondes incisions dans les jambes pour y introduire des bactéries, des échardes et des fragments de verre. L'objectif était de provoquer des infections et de tester si des antibiotiques pouvaient les enrayer. Le 22 juillet, 75 jeunes Polonaises firent la queue sur la place centrale. Kögel, Gebhardt, son assistant Fritz Fischer et le docteur Hertha Oberhäuser apparurent, accompagnés des médecins du camp. On ordonna aux femmes de relever leurs jupes pour examiner leurs jambes, au milieu des moqueries et des commentaires désobligeants. Elles ignoraient tout de ce qui se préparait. Certaines pensaient à une affectation, d'autres craignaient l'exécution. Quelques jours plus tard, 10 d'entre elles furent séparées et emmenées à l'hôpital. Parmi elles se trouvait Wanda Wojtasik, séparée de son inséparable amie Krysia. Cette nuit-là, elles reçurent des lits propres et un traitement d'une politesse inhabituelle, ce qui accentua leur incertitude. Après avoir reçu des injections, elles sombrèrent dans un sommeil forcé et se réveillèrent avec les jambes plâtrées, marquées de codes à l'encre. Bientôt, la souffrance devint manifeste. Fièvres intenses, douleurs insupportables, plaies suintantes de fluides sombres et une odeur nauséabonde qui attirait les mouches. Certaines parvinrent à voir les fragments retirés de leur corps et comprirent que les infections avaient été provoquées délibérément.
Dans cet environnement hostile, les petits gestes de soutien entre les prisonniers devinrent leur seul refuge. Un morceau de pain caché, un message sur le mur, un mot d'encouragement. C'étaient des signes d'humanité face à un processus destiné à les réduire à de simples objets d'observation. Pendant ce temps, les médecins SS discutaient de l'absence de résultats concluants. Lors des essais d'après-guerre, Gebhardt et Fischer affirmèrent que les infections initiales étaient trop légères pour mesurer l'efficacité des médicaments. Ernst Grawitz, médecin-chef de la SS et président de la Croix-Rouge allemande, critiquait les essais, les comparant à des piqûres de puces. Il ordonna alors le durcissement des conditions, suggérant même de tirer dans les jambes des prisonnières pour simuler des blessures de combat. Bien que cette idée ne fût pas acceptée par tous, les opérations suivantes furent pratiquées avec des méthodes encore plus agressives, coupant la circulation sanguine ou introduisant de plus grandes quantités de bactéries. Les femmes retournèrent à la caserne, à peine capables de marcher. Wanda Wojtaszek survécut grâce à l'aide de son amie Krysia et à la solidarité de camarades comme Alfreda Pruss, qui partagea sa ration de pain. En septembre, de nouvelles prisonnières furent appelées à l'hôpital, dont Stefania Wotoka. Elles y retrouvèrent les précédentes, alitées et couvertes de bandages nauséabonds. Quelques jours plus tard, elles subirent le même sort. Les infections se propagèrent violemment, provoquant fièvre, soif insupportable et douleurs qui les affaiblirent. L'indifférence d'Oberhäuser, qui notait les symptômes sans compassion, aggravait leur sentiment d'abandon. Le premier décès survint bientôt. Weronika Kraska, victime de ce qui semblait être le tétanos. Ses cris résonnèrent dans tout l'hôpital avant qu'elle ne décède après une injection mortelle. La nouvelle se répandit dans la caserne comme un murmure d'avertissement. N'importe qui pourrait être le prochain. Parallèlement, Himmler s'intéressait à de nouvelles expériences liées au front. La guerre à l'Est et dans l'Atlantique posait le problème des soldats exposés à des températures extrêmes. Convaincu que la médecine pouvait reproduire les remèdes traditionnels, il chargea le docteur Sigmund Rascher de mener des tests de réanimation sur des prisonniers de Dachau. Certains prisonniers de Ravensbrück, auparavant envoyés dans des maisons closes du camp avec la promesse d'une libération, furent utilisés lors de ces tests comme instruments de chaleur humaine. Une autre forme d'esclavage déguisée en recherche. Durant ces mêmes mois, un nouveau protagoniste arriva. Ludwig Stumpfegger, un jeune chirurgien proche de Himmler et ancien collaborateur de Gebhardt. Son objectif était d'explorer les limites de la régénération osseuse. La première victime fut Basia Pietrzyk, âgé d'à peine 16 ans et connu pour sa vivacité. Lors de l'opération, Stumpfegger préleva des fragments d'os de ses jambes pour les étudier à Hohenlycken. Dès lors, l'hôpital de Ravensbrück cessa d'être un lieu de soins précaires pour devenir un espace de mutilation programmée. Fractures provoquées, greffes ratées et ablations musculaires se succédèrent sans cesse. Sous la froideur d'Oberhäuser, la rigidité de Fischer et le zèle de Stumpfegger, le Revier se transforma en un véritable laboratoire de la douleur. En novembre 1942, les prisonniers comprirent qu'ils n'étaient plus des cas isolés, mais les rouages d'un mécanisme systématique au service de la science nazie. Ce changement n'était pas fortuit. L'ambition de Gebhardt et le soutien direct d'Himmler firent de Ravensbrück un site expérimental d'une importance stratégique pour les SS. Là, les prisonniers polonais furent soumis à une nouvelle logique. Servir de matière première à une science subordonnée à l'idéologie du régime. Les jeunes femmes resteraient dans les mémoires comme les cobayes de Ravensbrück, témoins inconscients de la manière dont la logique de l'extermination pouvait aussi prendre la forme de la recherche scientifique. Ce qui a commencé par des incisions sur quelques jambes allait se transformer en une chaîne d'opérations encore plus cruelle, prélude aux chapitres les plus sombres du camp. Heike et la création d'un modèle de discipline pour le nazisme. Le système disciplinaire régissant Ravensbrück n'était pas sorti de nulle part, mais s'inspirait d'un modèle déjà éprouvé dans d'autres camps. Depuis les années 1930, Theodor Heike avait élaboré à Dachau un règlement strict qui, sous couvert d'un code juridique, visait à imposer une obéissance absolue. Ces dispositions étaient présentées comme une garantie d'ordre, promettant que ceux qui les respecteraient éviteraient les sanctions. Cependant, derrière cette façade se cachait une pratique bien plus brutale. Heike avait ordonné aux gardiens d'agir avec froideur et sans compassion envers ceux qu'il considérait comme des ennemis de l'État. Ainsi, les règles écrites fonctionnaient comme un masque légitimant l'arbitraire et la violence.
À Ravensbrück, les prisonniers étaient soumis à une première quarantaine, soumis à des règles strictes et souvent contradictoires. La langue les rendait difficiles à comprendre pleinement, et la multitude de dispositions empêchait de les respecter toutes. Toute négligence pouvait être considérée comme un délit et entraîner de lourdes sanctions, créant un climat d'insécurité permanent. La plus courante était le Strafstehen, qui imposait aux femmes de rester debout, immobiles et silencieuses pendant des heures, voire des jours. Souvent appliquée collectivement, elle ajoutait une dimension humiliante. La faim, la fatigue et le froid exacerbèrent les souffrances. Et en hiver, il n'était pas rare que les prisonnières soient contraintes de les endurer pieds nus. La privation de nourriture, la suspension de correspondance ou l'enfermement dans des baraquements étaient également appliqués comme sanctions considérées comme mineures. Cependant, ces mesures visèrent généralement des blocs entiers, de sorte que la solidarité était minée par la suspicion et le ressentiment. Ce fut le cas lorsqu'un groupe de jeunes Polonaises protesta contre l'intention de les affecter à un bordel. Leur courage leur valut une punition collective comprenant la confiscation de leurs colis et l'interdiction de recevoir des nouvelles de leur famille. Plutôt que de renforcer l'obéissance, la discipline sema les tensions internes et divisa les prisonnières, transformant la coexistence en un espace de surveillance constante. La pression psychologique générée par les punitions collectives trouva sa contrepartie dans des mesures encore plus extrêmes, destinées à briser toute résistance. Parmi ces conditions figurait l'enfermement dans la salle des aliénés, un petit espace au sein du système de santé où étaient envoyées les femmes considérées comme problématiques ou mentalement instables. L'endroit ne mesurait que quelques mètres de large et pouvait accueillir une quarantaine de détenues, voire plus, entassées les unes sur les autres, sans lit et avec peu de couverture qu'elles partageaient entre elles. Certaines restaient nues, d'autres vêtues de haillons, et dans cet environnement étouffant, la frontière entre raison et folie s'estompait rapidement. Celles admises en guise de punition finissaient par être entourées de cris, de rires hystériques ou de silences brisés par des cris d'enfants. La crasse recouvrait les corps et les murs, et la puanteur imprégnait tout. Les rations alimentaires des détenues étaient réduites, si bien qu'en quelques jours, nombre d'entre elles mouraient d'épuisement ou devenaient aussi perturbées que les autres. Pour la plupart des prisonnières, la simple rumeur de leur assignation à cet endroit suffisait à instiller une terreur indélébile. Si cette salle représentait une descente vers la déshumanisation absolue, le bloc des punitions, le Strafblock, était le centre le plus redouté de tout le camp. Séparées par des barbelés, elles fonctionnaient comme un petit univers isolé au sein de Ravensbrück. Les femmes accusées d'infractions graves, comme le vol ou la désobéissance, y étaient envoyées, mais celles qui cumulaient des délits mineurs ou suscitaient la méfiance de la Gestapo y étaient également admises. Il n'y avait pas de permis de correspondance, les journées de travail étaient réduites aux travaux extérieurs les plus pénibles, et il n'y avait aucune possibilité de repos. Parmi leurs tâches figurait le nettoyage des fosses à excréments, qui les obligeait à s'y immerger jusqu'aux genoux et à les vider avec des seaux. Ce type de travail non seulement détruisait la santé physique, mais visait aussi à dégrader jusqu'aux derniers vestiges de dignité. La cohabitation au sein du bloc ajoutait une couche de souffrance supplémentaire. Nombre de détenus appartenaient à des catégories considérées comme antisociales ou criminelles, des femmes endurcies par des années d'enfermement qui déversaient leur frustration sur les plus faibles comme sur les plus intelligents. Pour beaucoup, ces journées dans cet environnement offraient une vision sombre de la nature humaine, où la brutalité était imposée comme une règle de survie. Cependant, même dans cet environnement hostile, des situations contradictoires surgissaient, où abus, corruption et relations forcées se mêlaient aux rapports de force qui définissaient la vie quotidienne à Ravensbrück. Dans le bloc disciplinaire, violence et dégradation étaient mêlées à une menace encore plus lourde de conséquences, l'exécution. Le système disciplinaire du camp prévoyait la peine de mort pour des crimes tels que le sabotage, les tentatives d'évasion ou les complots présumés. À partir de janvier 1943, les ordres SS stipulaient que les exécutions de femmes détenues devaient être exécutées dans la plus grande discrétion. Contrairement au camp pour hommes, où la brutalité était affichée ouvertement, à Ravensbrück, ces pratiques étaient dissimulées au public. Il existe peu de témoignages directs, et les rares données disponibles proviennent de circonstances fortuites ou de témoignages ultérieurs. La plupart des exécutions étaient perpétrées par balles, souvent dans un couloir adjacent au crématorium, appelé peloton d'exécution.
Ce lieu n'était pas fortuit. Une fois la victime tuée, son corps pouvait être jeté directement dans le four par une fenêtre. À d'autres occasions, les exécutions étaient déplacées vers des zones boisées proches où le silence environnant contribuait à effacer toute trace. Un prisonnier posté au crématorium raconta avoir vu 2 femmes mourir d'une balle dans la nuque, exécutées avec des armes équipées de silencieux. Pour les autres détenus, les coups de feu qu'ils entendaient parfois derrière les murs du camp n'étaient que les échos incompréhensibles d'une violence qui ne leur était jamais expliquée. On estime que des centaines de personnes ont trouvé la mort de cette manière, certaines par pendaison. Cependant, le nombre exact est impossible à déterminer. Les archives officielles ont été détruites et le silence imposé par les auteurs a effacé une grande partie des archives. Il ne reste que des fragments, comme les noms épars de certaines victimes ou des poèmes écrits par des codétenus qui ont fait de la mémoire une forme de résistance. Parallèlement, les gardiens jouissèrent d'un pouvoir quasi illimité. Malgré l'apparence d'un ensemble de règles régissant leur conduite, les sanctions en cas d'abus étaient minimes, voire inexistantes. Dans d'autres camps, les rares surveillants punis recevaient des peines symboliques, même après avoir causé des décès. Cette tolérance à l'arbitraire reflétait un système qui avait vidé toute notion de justice, privilégiant la violence comme norme de fonctionnement. Dans cet univers de discipline et de punition, la maladie devenait une nouvelle frontière de souffrance. Chaque matin, avant le décompte, les détenus qui se sentaient incapables de travailler devaient demander l'autorisation de se présenter à l'infirmerie au responsable de leur baraquement, ou, plus tard, à l'infirmière de bloc. L'autorisation initiale n'était que le premier obstacle. À leur arrivée, ils devaient faire la queue, espérant que leur fièvre serait suffisamment élevée pour justifier un repos. Un thermomètre supérieur à 39 degrés Celsius était quasiment la seule garantie de pouvoir rester au lit. En dessous, la condamnation était de retourner au travail, même dans des conditions frisant l'agonie. Les examens étaient souvent superficiels et teintés de préjugés. Certains médecins évitaient même de trop s'approcher des patients et rejetaient avec dédain ceux qu'ils considéraient comme porteurs de poux. À cela s'ajoutait un favoritisme national. Certaines infirmières harcelèrent des femmes françaises, juives ou russes, tandis que d'autres, comme les témoins de Jéhovah, préféraient éviter l'infirmerie par crainte de représailles. Seules les interventions occasionnelles d'infirmières détenues, dotées d'un certain courage, parvenaient à contrecarrer ces décisions, accompagnant personnellement leurs collègues pour éviter leur renvoi au travail. Hors du contrôle SS, un petit réseau clandestin se développa pour tenter d'atténuer les souffrances. Des détenus employés à la pharmacie SS parvenaient à subtiliser des médicaments cachés parmi les draps souillés, rapportés de la blanchisserie. De l'extérieur, certaines personnes encore opposées au régime risquaient tout ce qu'elles pouvaient pour envoyer des remèdes. Même à l'intérieur du camp, les détenues préparaient elles-mêmes de simples comprimés de charbon contre la diarrhée ou ramassaient des herbes sauvages pour improviser des infusions qui leur redonnèrent des forces. Ces gestes simples devenaient des actes de résistance à la déshumanisation. Cependant, celles qui parvenaient à être admises à l'infirmerie y trouvaient rarement un réel soulagement. Les conditions étaient décrites comme déplorables, avec une saleté accumulée et une literie presque jamais remplacée. Alors que la population du camp augmentait de façon incontrôlable en 1942, la surpopulation fit passer l'infirmerie de quelques dizaines à des centaines de patients par jour. Cette même année marqua un tournant brutal. Le programme d'extermination par le travail devint la norme, et le rôle du service médical fut réduit à un tamis destiné à déterminer qui pouvait continuer à produire et qui était mis au rebut. Ce qui n'était au départ qu'une prétendue assistance devint un outil de plus au service de la machinerie d'exploitation et de mort. Dans ce contexte de négligence, les maladies contagieuses trouvèrent un terreau fertile pour se propager. Le typhus apparut pour la première fois à Ravensbrück en 1942 et se propagea rapidement. Les symptômes étaient reconnaissables: forte fièvre, éruption cutanée, épuisement extrême. La transmission se faisait par les poux, porteurs du micro-organisme, et l'introduisant dans la peau lors de la défécation, lors de la morsure, un processus aggravé par le grattage constant des victimes. Avec des milliers de femmes mal nourries, entassées dans des baraquements infestés et dépourvues de moyens d'hygiène, le camp devint un laboratoire idéal pour l'épidémie. Les SS étaient conscients du problème et organisèrent des désinfections régulières. En 1943, ils créèrent même le poste d'infirmière de bloc, avec pour mission spécifique d'éradiquer les parasites.
Mais cette tâche était vaine. Après la douche, les détenus remettaient les mêmes vêtements infestés d'insectes, sans savon, ni même les normes d'hygiène minimales. L'environnement qui favorisait le typhus facilitait également la propagation de la tuberculose. Les deux maladies partageaient des symptômes communs, perte de poids, fièvre, manque d'appétit, et les diagnostics étaient superficiels. De nombreux détenus furent ainsi mal classés, même si en pratique cela n'avait pas d'importance. Les médecins SS ne cherchèrent pas à soigner, mais à isoler. Des baraquements spéciaux furent ouverts pour les personnes atteintes de typhus et de tuberculose, qui devinrent bientôt des lieux de mort certaines. Là, les femmes étaient entassées à 3 par lit, sans soins médicaux, et avec des rations encore plus réduites. Des témoins ont décrit l'espace comme une morgue primitive. Une jeune fille de 17 ans, atteinte de tuberculose, accepta sa faim et demanda seulement à mourir dans son propre lit, ce qu'elle n'avait pas eu depuis son arrivée. Parmi les prisonniers, le service des tuberculeux portait un nom éloquent, le cimetière. Parfois, la solidarité leur permettait d'échapper à ce sort. Charlotte Müller parvint à faire sortir 2 camarades politiques du service du typhus et à les transférer dans une autre caserne où ils avaient au moins une chance de survie. Mais fin 1944, ces services étaient devenus des refuges pour des êtres humains considérés comme inutiles. Dans un camp de travail forcé, chaque vie se mesurait uniquement à sa capacité de production, et les malades étaient condamnés à mourir pour faire place aux nouveaux arrivants. 30 avril 1945, l'armée rouge arrive à Fürstenberg. La surpopulation des baraquements pour femmes malades ne fut pas le seul défi de 1944. L'effondrement du front de l'Est et l'invasion alliée depuis l'Ouest soulevèrent un problème d'une ampleur considérable pour le régime nazi. Que faire des centaines de milliers de prisonnières restées jusque-là dans les territoires occupés? La politique d'extermination s'intensifia, mais parallèlement, l'appareil SS comprit la valeur de cette main-d'œuvre, surtout alors que l'Allemagne était déjà confrontée à une pénurie de ressources. Ainsi, un double mouvement s'accéléra, combinant meurtres de masse et transfert de dizaines de milliers de détenus vers des camps à l'intérieur des frontières du Reich où elles pouvaient être exploitées au maximum. Ravensbrück devint l'une des principales destinations de ces convois. Bien que les archives officielles aient été détruites avant la libération, des calculs ultérieurs permettent d'évaluer l'ampleur du phénomène. Début 1944, le camp comptait un peu plus de 17 000 prisonnières. Début 1945, ce chiffre dépassait les 45 000. D'autres estimations situent ce nombre au-delà de 50 000. La différence exacte reste sujette à débat, mais tous s'accordent à dire que la population du complexe, y compris ses camps annexes, dépassait de loin la capacité prévue. Le camp principal, conçu pour 10 000 femmes maximum, en comptait pourtant entre 25 000 et 40 000 à la fin de la guerre. Le rythme des transports devint vertigineux. Des documents retrouvés dans les archives polonaises montrent qu'en novembre 1944, plus de 50 convois arrivèrent avec quelques 7000 nouvelles détenues. Le même mois, après le démantèlement des crématoires de Birkenau, des centaines de femmes juives furent envoyées directement d'Auschwitz à Ravensbrück. L'affluence fut telle que même les blocs considérés comme les moins précaires finirent par être saturés, obligeant nombre d'entre elles à dormir sur des sols recouverts de paille. L'administration du camp chercha des solutions improvisées. En août, une immense tente militaire fut érigée entre les baraquements 24 et 26, baptisée Bloc 25. Son caractère provisoire devint rapidement permanent. Sans électricité, sans chauffage et doté de latrines de fortune, l'espace devint un lieu de recueillement pour les corps vivants, où l'incontrôlabilité et le désespoir rendaient la lutte pour un bol de soupe quotidienne. Avec l'arrivée de l'hiver, le froid et la faim transformèrent la tente en antichambre de la mort. En décembre, un convoi de 2000 femmes d'Auschwitz périt presque entièrement dans ces conditions, à tel point que les médecins prisonniers se souvenaient qu'elles mouraient comme des mouches. Les cris qui s'échappèrent de l'intérieur pendant la nuit étaient audibles pour ceux qui dormaient dans les baraquements voisins, mais personne ne pouvait les aider. La puanteur et la vue des dizaines de corps extirpés chaque jour scellèrent les souvenirs des survivants. La tente symbolisait, peut-être mieux que tout autre espace à Ravensbrück, le mélange d'improvisation et de brutalité avec lequel le système nazi gérait sa phase finale, marquée par la défaite militaire et des souffrances humaines croissantes.
L'effondrement du système de santé et l'apparition des chambres à gaz ne mirent pas fin à l'afflux constant de prisonnières vers Ravensbrück. Au contraire, dans les premiers mois de 1945, les transports se multiplièrent, surpeuplant le camp à des niveaux inimaginables. L'arrivée de convois en provenance de différentes régions du Reich, sans augmentation parallèle des ressources, condamna des milliers de femmes à mourir de faim ou de froid, même sans intervention directe des SS. Cependant, cette même surpopulation commença à provoquer un effondrement de la discipline au camp, le contrôle administratif devenant de plus en plus fragile. L'afflux de nouvelles détenues fut si massif que beaucoup n'étaient même pas enregistrés. Dans des baraquements de fortune, comme celui connu sous le nom de hangar d'Auschwitz, les femmes étaient entassées sans numéro ni registre, une situation qui facilitait la dissimulation de certaines victimes des expériences médicales, protégées par la solidarité des autres prisonnières. Parallèlement, certains transferts offraient un répit momentané, bien que leur issue fût incertaine. Des groupes entiers furent envoyés à Bergen-Belsen, Mauthausen ou Dora-Mittelbau, et les rumeurs se mêlèrent au sentiment que tout destin, aussi incertain soit-il, ne pouvait être pire qu'un séjour à Ravensbrück. Entre-temps, la contradiction devint évidente. Les machines continuaient de fonctionner régulièrement. Les usines et les ateliers textiles Siemens maintinrent un niveau de production étonnamment élevé, malgré les bombardements et les pannes de courant, et des travaux d'agrandissement étaient même en cours. Mais au sein du camp, l'anarchie s'installait. Des milliers de femmes restaient sans tâches assignées, et la sécurité s'affaiblissait visiblement. La police interne ne patrouillait plus dans les rues, et, la nuit, des bandes de détenus pillaient les baraquements à la recherche des rares biens que chacune parvenait à conserver. Le déclin se reflétait également dans les relations personnelles. Des comportements jusque-là réprimés commencèrent à se manifester ouvertement, et de nombreux gardiens s'impliquèrent dans ces dynamiques, usant de leur pouvoir pour obtenir faveur ou privilèges. Dans certains camps annexes, la situation atteignit un niveau de permissivité sans précédent, confirmant la perte d'autorité des responsables. Rien de tout cela n'atténua la tragédie sous-jacente. Entre janvier et mars 1945, l'infirmerie reconnut officiellement près de 4000 décès, bien que les chiffres réels fussent bien plus élevés. Dans un contexte marqué par le refus d'Hitler de mettre fin à la guerre, Ravensbrück devint un espace où la mort et le désordre progressaient à l'unisson. Début avril 1945, les détenus et la SS elle-même s'avèrent que la fin était proche. La défaite imminente suscita des rumeurs contradictoires. Certains annonçaient l'incendie du camp, d'autres l'évacuation générale, et d'autres redoutaient un massacre généralisé. Au milieu de l'incertitude, une sorte de consolation collective émergea parmi les détenus, un compte à rebours imaginaire de 14 jours, nourrissant l'espoir de liberté, répété en chansons et en vers improvisés pour les aider à supporter l'attente. L'arrivée des premiers convois de la Croix-Rouge début avril sembla confirmer que quelque chose était en train de changer. Après des négociations avec les plus hauts échelons de la SS, plusieurs centaines de Françaises, ainsi qu'un petit groupe d'autres nationalités, furent transférés en Suisse. Peu après, les prisonniers danois et norvégiens suivirent. Les colis de secours déposés par ces véhicules, bien que partiellement récupérés par les SS, apportèrent une lueur d'apaisement au milieu des épreuves et montrèrent clairement que le système de privilèges continuait de fonctionner malgré l'agonie du camp. L'atmosphère intérieure commença à se transformer. Certaines femmes osèrent organiser de petits actes de convivialité, comme une danse improvisée dans une caserne, un accordéon accompagnant le murmure des voix et des accolades. La fermeture des usines Siemens et des ateliers textiles au milieu du mois accentua ce sentiment de paralysie. Les équipes de travail n'étaient plus régulières, et les prisonnières passaient de longues heures allongées, fumant des cigarettes volées aux gardiennes ou chantant des chansons folkloriques, comme si ce silence annonçait la fin. L'autorité des gardiennes s'effritait. Les comptages étaient effectués à contre-cœur, voire pas du tout, et de nombreuses gardiennes affichaient une attitude étonnamment cordiale ou se réfugiaient dans l'alcool en attendant le résultat. Le chaos atteignit un tel niveau que les prisonnières elles-mêmes s'introduisirent dans les entrepôts SS, emportant des biens accumulés au cours d'années de pillage, sans crainte de représailles. Certaines gardiennes subalternes distribuèrent même des colis de la Croix-Rouge qu'elles avaient précédemment réquisitionnés. Au même moment, le comte Folke Bernadotte, président de la Croix-Rouge suédoise, intensifia ses efforts pour obtenir l'évacuation de milliers de femmes.
Avec l'approbation d'Himmler, dans une tentative désespérée d'influencer les Alliés, les convois commencèrent à se multiplier. Bus et ambulances sillonnaient les routes en direction de la frontière danoise, transportant des femmes épuisées et malades du camp, dans un rare élan d'humanité au milieu de la catastrophe. Les rumeurs sur le sort du camp s'intensifiaient à mesure que les fronts se rapprochaient. La possibilité d'une liquidation massive, comme celle de Majdanek, était redoutée jusqu'aux équipes de secours. Dans ce climat d'incertitude, le commandant Suren surprit la Croix-Rouge en se montrant disposé à collaborer et suggéra même d'évacuer davantage de femmes que prévu initialement. La confusion des ordres reflétait la désintégration du pouvoir nazi. Un jour, le départ des prisonnières était interdit. Le lendemain, Himmler autorisait de nouveaux convois. Le 26 avril, un train de 60 wagons fit route vers le nord avec des milliers de détenus, traversant des voies encombrées de réfugiés et de troupes en retraite. À leur arrivée à la frontière danoise, nombre de ces femmes étaient si affaiblies qu'elles moururent peu après, malgré les efforts médicaux déployés en Suède. À Ravensbrück, la désintégration était manifeste. Des documents étaient incinérés dans les fours crématoires et des prisonniers détenant des informations sensibles étaient exécutés en secret. Au même moment, certains groupes furent libérés sans avertissement, comme ce fut le cas d'un petit contingent de prisonniers politiques à qui l'on avait donné du pain et des cartes d'identité avant leur libération. Stupéfaits, ils traversèrent Fürstenberg en uniforme de prison, mendiant de la nourriture auprès des habitants qui les comprenaient à peine, jusqu'à ce qu'ils parviennent à monter à bord de trains bondés de personnes déplacées. La proximité de l'armée rouge précipita les marches de la mort. Malgré les avertissements de la Croix-Rouge, Suren ordonna à tous ceux qui pouvaient marcher de quitter le camp en direction du nord-ouest. Avec des rations minimales de pain et de colis de secours, de longues colonnes avancèrent sur des routes encombrées, surveillées par des gardes qui, d'abord violents, tirèrent sur ceux qui tombaient, mais qui commencèrent bientôt à déserter à leur tour. Chaque nuit, à la faveur de l'obscurité, certains détenus se faufilèrent dans les bois tandis que d'autres se changeaient en civils pour se fondre dans la foule des réfugiés. Le chaos régnait à cette époque. Des femmes affamées tombèrent dans les fossés, les villageois qui tentèrent de les secourir causèrent parfois des morts subites par excès de nourriture, et des colonnes entières se débandèrent dans la déroute. La frontière entre oppresseurs et victimes s'est estompée à mesure que la guerre touchait à sa fin et que la tragédie de Ravensbrück s'étendait sur les routes d'Allemagne. Les marches commencées fin avril se transformèrent bientôt en un mouvement désordonné de survivants et de réfugiés. Ce qui était initialement une colonne organisée finit par devenir une masse mouvante d'êtres épuisés, où gardes et prisonniers se mêlaient à la foule se dirigeant vers l'ouest. À Malchow, certaines femmes parvinrent à rester dans des installations à moitié détruites, mais la majorité poursuivit son chemin, sans autre direction que celle d'atteindre les lignes alliées. À ce moment-là, de nombreux SS avaient disparu, habillés en civil ou se faisant même passer pour des détenus. Le voyage devint ainsi un flux humain où les hiérarchies étaient quasi inexistantes et où chaque pas était marqué par l'incertitude. Début mai, les premiers groupes parvinrent à pénétrer dans des territoires sous contrôle britannique ou américain. Dans de petites villes comme Lübz, certains survivants rencontrèrent des soldats américains qui les accueillirent avec soulagement et joie. Pour ceux qui avaient enduré la faim, la peur et la brutalité des derniers mois, ce contact fut une émotion difficile à décrire, même si leur fragilité physique continuait de leur rappeler la longue épreuve endurée. Pendant ce temps, dans l'après-midi du 30 avril, l'armée rouge entrait à Fürstenberg. Le capitaine Boris Makarov, chargé de sécuriser la zone, ignorait l'emplacement exact du camp jusqu'à ce qu'une femme l'y conduise. Il découvrit un lieu sans eau ni électricité où des dizaines de prisonniers mouraient chaque jour. Le docteur Antonina Nikiforova, survivante soviétique et chef improvisé de l'infirmerie, expliqua la gravité de la situation. Avant de rétablir l'ordre, Makarov fut également chargé d'annoncer la mort de son mari à Rosa Talman, l'une des dirigeantes communistes cachées dans la région. L'arrivée des soviétiques apporta un douloureux paradoxe. Bien qu'ils fussent les libérateurs, de nombreux soldats se livrèrent au pillage et au viol systématique des femmes de Fürstenberg, un acte de violence répété dans une grande partie de l'Allemagne occupée. Une semaine plus tard seulement, sur ordre strict du commandement, cette pratique fut brusquement interrompue.
Parallèlement, l'armée mobilisa des centaines d'habitants pour nettoyer les baraquements, enterrer les corps accumulés et prodiguer des soins dans l'hôpital de fortune transformé en camp. Près de 3000 prisonniers furent alors soignés, un nombre qui augmentait de jour en jour avec le retour des marches. En quelques semaines, les services de base furent rétablis et la mortalité commença à décliner, même si les souffrances laissées par Ravensbrück subsistaient dans chaque recoin du camp. Après la libération, Ravensbrück cessa d'être un lieu de mort pour devenir un lieu de mémoire. Son histoire ne s'explique pas seulement par le nombre de prisonniers, mais aussi par les formes de résistance qui s'y déployèrent. Dans des conditions extrêmes, les prisonniers construisirent des communautés fondées sur la langue, la culture et la solidarité, où la créativité servait de moyen de survie. Le contraste était flagrant. Alors que le régime tentait de les réduire à l'état d'être sans valeur, ils répondirent avec organisation et dignité. Dans cet environnement hostile, de nombreuses femmes assumèrent des responsabilités impensables hors des murs du camp. Le système de quartier leur conférait un réel pouvoir sur la vie de centaines de leurs compatriotes, un pouvoir qui pouvait se transformer en abus, mais aussi en protection. Paradoxalement, là où le nazisme refusait aux femmes toute forme d'autorité, Ravensbrück les plaçait au centre de l'attention. Ce qui soutenait beaucoup n'était pas de grandes actions, mais des gestes du quotidien. Faire durer les rations minimales, improviser des vêtements, soigner les blessures, apporter du réconfort. La capacité à partager et à créer des liens affectifs devint un outil aussi vital que le pain ou l'eau. Ravensbrück fut un lieu d'extermination et de souffrance, mais aussi un espace où, contre toute logique, la dignité humaine s'épanouissait. Aujourd'hui, son mémorial rend hommage non seulement à celles qui périrent, mais aussi à celles qui, avec un courage silencieux, démontrèrent que même au cœur de l'horreur absolue, la force de la solidarité et la volonté de vivre ne pouvaient être anéanties.